Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loez au micro, aujourd'hui en compagnie d'Emmanuel Droit, avec qui on franchit le rideau de fer pour comprendre comment fonctionnaient les polices politiques du bloc de l'Est. Stasi, KGB, STB et les autres, et quels liens ambigus elles entretenaient. Vous retrouvez toutes les informations sur le site paroledhistoire.fr, vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, et depuis peu, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook de Parole d'Histoire. Well, I guess it's official. We're now on Facebook. Un rendez-vous de fin d'année à noter enfin, le 14 décembre, une émission comme l'an dernier consacrée aux coups de cœur et conseils de lecture de 4 historiens et historiennes des différentes périodes, afin de choisir des livres d'histoire comme beau cadeau. Merci et bonne écoute. Bonjour Emmanuel Droit. Bonjour. Vous êtes professeur à Sciences Po Strasbourg et vous publiez chez Gallimard Les polices politiques du bloc de l'Est, à la recherche de l'international tchéquiste 1955-1989, un livre extrêmement stimulant qui prolonge des questions que vous aviez abordées en 2009 dans votre ouvrage La Stasi à l'école. Et donc on va s'entretenir un petit peu de ce livre qui en plus paraît à un moment où évidemment on commémore les 30 ans de la chute du communisme à l'Est, donc évidemment ça suscite beaucoup d'interrogations. Ma première question serait pour vous demander comment est né ce projet et qu'est-ce que vous vouliez montrer en élargissant le regard de la RDA aux autres pays communistes d'Europe? Alors ce projet, il est né d'un constat historiographique qui est le suivant. On a depuis maintenant une bonne vingtaine d'années une production sur l'histoire des régimes communistes d'Europe centrale et orientale qui est très dynamique, qui a longtemps été marquée par une opposition un peu schématique entre deux écoles, entre deux paradigmes, pour schématiser le paradigme totalitariste d'un côté, le paradigme de l'histoire sociale de l'autre, mais la plupart des enquêtes ont adopté, et c'est pas un reproche dans ma bouche, mais elles ont adopté l'échelle nationale comme échelle d'enquête ou l'échelle régionale dans un des pays. Donc, ce qui fait qu'on avait une importante production de monographies sur la RDA et puis derrière la Tchécoslovaquie, la Pologne et la Roumanie. Et moi, ce que je voulais, c'était dépasser les frontières nationales de ces démocraties populaires et prendre l'histoire de la guerre froide et du communisme de type soviétique en changeant d'échelle, c'est-à-dire en prenant l'échelle transnationale, alors qui n'est pas une échelle hors sol, c'est-à-dire que pour faire de l'histoire transnationale, il faut travailler avec des sources locales et notamment nationales, mais je voulais m'intéresser aux conditions de circulation des idées, des pratiques et des acteurs à l'intérieur de ce qu'on a appelé le bloc de l'Est. Surtout que c'est un espace qui lui-même se pensait comme international, puisque évidemment Marx avait écrit prolétaires de tous les pays, unissez-vous, l'internationalisme était un principe directeur, donc ça avait un sens d'essayer de confronter ces discours-là à des pratiques concrètes. Exactement. L'une des ambitions de ce livre, c'était de tester l'hypothèse de la densité de l'internationalisme. Alors, prolétarien ou l'internationalisme tchéquiste, puisque j'ai choisi comme lieu d'observation une institution bien particulière qui est la police secrète ou la police politique. Et en effet, vous l'avez rappelé, le communisme est né à une époque où on connaît différentes formes d'internationalisme au XIXe siècle, et on ne peut pas comprendre le communisme du XXe siècle si on ne la réinscrit pas dans ces logiques ou des internationalismes naissants du XIXe siècle. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était de tester la densité de ces relations transnationales après 1945. Alors c'est une histoire qui en même temps n'est pas forcément simple à écrire dans la mesure où vous l'écrivez aussi en 1989, la Stasi et ses institutions comparables, la Stasi est-allemande et ses équivalents dans d'autres pays ont massivement détruit un certain nombre d'archives, donc vous avez dû faire face à des lacunes, ça n'a pas été simple forcément de mener cette enquête? Non, ça n'a pas été simple. Alors, vous le savez, l'histoire est une connaissance lacunaire, c'est Paul Venn qui le dit, mais elle est d'autant plus lacunaire avec les polices politiques que, on est toujours confronté à la fermeture complète des archives centrales du KGB. Alors, il y a des ouvertures d'archives du KGB dans les républiques baltes ou en Ukraine, mais ce sont les antennes régionales du KGB, et pour le sujet de recherche que j'avais, elles ne m'étaient pas d'utilité. Ensuite, il y a eu une destruction massive opérée en effet par les différentes polices politiques. On cite souvent le cas de la Stasi, mais pour avoir travaillé sur les archives polonaises, dans le cadre de cette transition en douceur, très lente, sans grande rupture, qu'a été le cas polonais, les services de police polonais ont eux aussi utilisé
ont massivement détruit des archives à partir de l'année 1989. Et les destructions sont d'ailleurs plus importantes en Pologne qu'en Allemagne. Alors, évoquer la Pologne, ça permet aussi de dire qu'il y a une autre difficulté du point de vue des sources. C'est une difficulté, tous ceux qui font de l'histoire transnationale le savent, qui est linguistique. Il faut évidemment dépasser une ère linguistique peut-être la plus familière qui était pour vous l'Allemagne et aller vers des terrains qui sont évidemment compliqués à aborder de ce point de vue-là. Ça a été un apprentissage aussi pour vous ? Oui, alors ça a été l'autre grand défi de ce projet de recherche, alors qu'il y a un projet qui a mûri sur plusieurs années et avant ce projet, j'avais anticipé un petit peu et je m'étais mis à l'apprentissage du polonais quand on a étudié et travaillé comme c'est mon cas en Allemagne. La Pologne étant beaucoup plus proche et étant un pays voisin, on est invité d'une certaine manière à s'intéresser à ce voisin et donc j'ai commencé à apprendre le polonais. Et en effet, faire de l'histoire transnationale, pour moi, c'est prendre le mot transnational au sérieux et donc c'est pas se limiter à une source nationalo-centrée, mais c'est produire à partir d'archives multinationales ou multilinguistiques une écriture polyphonique. Et donc j'ai travaillé à partir de sources est-allemandes, à partir de sources polonaises. Pour tous ceux qui connaissent ou qui pratiquent les langues slaves, dès qu'on maîtrise l'une de ces langues slaves, on arrive à déchiffrer d'autres langues slaves et donc la maîtrise du polonais m'a permis de lire un petit peu les archives tchécoslovaques que j'ai pu aussi consulter. Et puis le roumain est pas complètement pour un français, c'est pas une langue complètement obscure à la différence du hongrois sans doute où là on est Exactement. en terrain vraiment exotique. Voilà, là c'est les limites de la recherche, c'est-à-dire que les rares archives hongroises que j'ai voulu consulter, en fait, on me les a traduites. C'est une collègue hongroise qui m'a traduit. Je le mets d'ailleurs en note de bas de page parce que sans elle, j'aurais pas pu. Là, c'est vraiment les limites du projet. Mais vous voyez, c'est vrai que faire de l'histoire transnationale ou faire de l'histoire globale, c'est se frotter finalement à cette réalité-là. Alors, un des moyens de contourner ça, c'est l'écriture collaborative. Mais dans le cadre de ce projet de recherche individuelle, j'ai essayé de croiser des sources d'origine linguistique différentes pour donner un sens à ce concept d'histoire transnationale. Alors, ce sont des langues différentes, mais ce sont aussi parfois des pratiques bureaucratiques différentes, des cultures policières différentes. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui a émergé en vous confrontant à ces documents, en sachant, et c'est un dernier mot peut-être sur les sources, que vous travaillez sur des sources qui ne sont pas toujours explicites. Dans un PV de réunion extrêmement formel, il faut parfois arriver à décrypter ce qui se joue, des interactions subtiles qui font que, en fait, une réponse en apparence banale d'un fonctionnaire est-allemand à un hongrois, en fait, elle est très froide, et du coup, il faut pratiquer un peu ces documents assez arides au fond. Alors, ce sont des documents très, très arides. Il faut beaucoup de ténacité pour rester assis dans la salle de lecture et y passer des journées et des semaines entières. Et vous avez entièrement raison. À travers cette expérience d'histoire transnationale, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est l'asymétrie des cultures bureaucratiques. Pour schématiser, vous avez, là vous allez dire que je suis dans la caricature, mais vous avez un État bureaucratique allemand très à la pointe, où la culture de l'écrit est très importante et où les procédures bureaucratiques finalement se mettent en place très rapidement et sont parfaites pour l'historien qui est au bout de la chaîne. On prolonge la caricature en disant qu'on est chez Max Weber. On est dans la bureaucratie allemande idéal typique. Idéal typique, alors que du côté polonais, le niveau de formation des agents au début des années 50 est très faible pour quelqu'un comme moi qui maîtrise la langue polonaise, mais pas à un niveau très avancé. J'arrivais à voir les erreurs de déclinaison et de cas parce que c'était des agents vraiment à un niveau scolaire très très bas et où la culture de l'écrit n'était pas très développée. Et donc, pour schématiser un petit peu, on avait d'un côté un état documentaire et bureaucratique, et puis de l'autre, un État en voie de modernisation de ce point de vue-là, avec parfois des vides informationnels, des structures aussi beaucoup moins développées. Ça se voit dans l'affinement de l'organigramme quand on compare ça. C'était une expérience intéressante de ce point de vue au niveau des sources. Alors justement, c'est un point, ces disparités qui m'amènent à vous questionner sur votre sous-titre. Vous évoquez, le titre même, dans lequel vous évoquez les polices politiques du bloc de l'Est. Mais cette notion, en même temps, dans le corps de l'ouvrage, dans l'introduction du corps de l'ouvrage, vous la travaillez pour montrer que ce bloc, c'est aussi une image du temps de la guerre froide, parce qu'il n'est pas si homogène ou monolithique que ça. Est-ce que c'est une expression qu'il faut, d'une certaine manière, mettre à distance aujourd'hui ?
Alors moi, je suis très sensible à partir en fait des catégories indigènes telles qu'elles ont été construites. Et en effet, je trouve que une des facettes les plus intéressantes de notre profession, c'est d'arriver à déconstruire des concepts qui sont devenus tellement naturels que on s'interroge même plus sur leur origine. Pour avoir été enseignant dans le secondaire en section à Bibac, je me suis utilisé ces catégories parfois sans les interroger. Et là, ce travail de recherche m'a obligé à me confronter à ce concept de bloc de l'Est, à le déconstruire et à voir finalement que c'était pas une catégorie qui était homogène et existante dès le départ, mais que elle s'est construite en fait sur le temps long de la guerre froide. Ça, c'était une découverte intéressante pour moi, pour voir comment finalement un réseau d'acteurs arrive à se densifier et à se structurer sur le temps long. Ce travail porte, c'est son sous-titre, sur l'internationale tchéquiste. La Tchéka, c'est cet organisme créé par les bolcheviks dès la fin 1917 et qui est la matrice finalement de tous les organes répressifs que les bolcheviks vont ensuite utiliser. Mais la Tchéka, donc, qui est associée à son fondateur, Félix Dzerzhinsky, vous en parlez longuement, c'est son premier nom, et ensuite ça va connaître d'autres formes, la GPU, le NKVD. Et pourtant, lorsque vous la prenez dans les années 50, cette internationale tchéquiste, c'est pas la référence au NKVD ou au GPU qui est mobilisée, mais c'est bien cette première expérience de la Tchéka. C'est comme s'il y avait un saut chronologique dans le livre. On passe des années 1917-1926 au milieu des années 50, et on enjambe en quelque sorte la période intermédiaire. Alors comment vous expliquez finalement ce rejeu de quelque chose de plus ancien au moment de la guerre froide? Alors, au moment de la guerre froide, et notamment à partir du milieu des années 50, il faut jamais oublier qu'avec l'opération de déstalinisation, il y avait la volonté de redonner en quelque sorte une seconde virginité au KGB, et donc de se débarrasser de cet héritage trop lourd des crimes de la terreur stalinienne et donc du NKVD. Et donc la Tchéka, c'est en quelque sorte la police politique qui n'est pas encore souillée par les crimes de Staline. D'une certaine manière, c'est-à-dire qu'elle renvoie à cette époque avec une conception romantique de la Révolution, où finalement la fin justifiait les moyens, et alors la Tchéka a aussi commis les pires atrocités, mais d'une certaine manière, c'était dans le combat révolutionnaire pour l'établissement de l'Union soviétique, et en ce sens, elle avait une forme de virginité, et elle incarnait une forme de violence juste, ou de guerre juste. Et la réactiver cette image-là au milieu des années 50, ça permettait en effet de jeter un tout petit peu ou de mettre à la marge ou de jeter aux oubliettes la période des années 30, qui a été la période des crimes de la terreur stalinienne. Alors de reléguer ça, et en même temps quand on regarde les acteurs qui sont chargés de mettre en place tous ces organes, en fait ce sont quand même des acteurs, des survivants de cette période, aguerris justement par les années de terreur. Donc dans le discours, on invoque cette Tchéka plus ancienne et plus pure, mais dans les pratiques, c'est quand même quelque chose qui est un héritage plus direct. Exactement, c'est ce décalage entre un discours qui fait référence au passé et qui instrumentalise le passé, et puis cette figure héroïsée de Félix Dzerzhinsky d'un côté, et les acteurs sont, en effet, le terme que vous avez utilisé est juste, ce sont des survivants, c'est-à-dire que l'institution qui a connu la purge la plus forte, c'est la police politique, et donc les agents que j'essaye de suivre difficilement d'ailleurs à la trace après 1945, parce que ils circulent au sein des différents régimes communistes en train de s'édifier pour monter ces différents appareils de sécurité. Ce sont des survivants au sens premier du terme. Ils ont réussi à échapper à cette spirale de violence qui a emporté beaucoup de cadres, et qui a surtout emporté beaucoup de cadres qui n'étaient pas russes, parce que la première police politique soviétique est une police politique multinationale, et tous les cadres polonais, juifs, biélorusses ont été victimes de cette violence des années 30, et on se retrouve avec de jeunes officiers qui sont des officiers avant tout russes. Ces Russes, ils sont chargés, après la Deuxième Guerre mondiale, ces officiers russes donc du KGB qui a remplacé les organes précédents, sont chargés de mettre sur pied les polices politiques du bloc de l'Est en train de se constituer, en train de naître. Et là, on voit, et c'est un des intérêts de votre ouvrage, de montrer que ça se passe pas partout de la même
façon, qu'il y a des endroits où on se méfie plus des zones où on est en train d'imposer le stalinisme, et donc on envoie beaucoup plus de Russes conseillers ou envoyés, et on voit qu'ils sont en fait très nombreux pour bien prendre les choses en main, Ouais. et puis il y a des endroits où ça se passe de façon un peu plus modérée. Comment on pourrait présenter un peu un tableau différencié de cette Europe de l'Est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et de la façon dont les Russes, dont les Soviétiques plutôt, vont y mettre en place ces polices politiques? En fait, ce tableau, on pourrait dresser une typologie en fonction du degré de confiance que les Soviétiques ont envers les responsables communistes, on va dire locaux. Et le degré de confiance, il est globalement élevé dans les démocraties populaires comme la Hongrie ou la Tchécoslovaquie, où en effet, bon, d'une part en Tchécoslovaquie, vous avez une grande tradition du Parti communiste de l'entre-deux-guerres. Le KSČ, électoralement, était déjà très puissant, avait une forme de légitimité. Et quand en plus il est capable d'articuler un discours de justice sociale avec un discours patriotique et quasi nationaliste, mais au sens patriotique du terme, eh bien, il apparaît comme une force politique majeure au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Ça, les travaux de Muriel Donc Bled là, c'est un endroit qui préoccupe pas trop finalement les Non, Soviétiques. On il les laisse préoccupe mettre pas sur trop. pied, Ouais. mettre sur pied leurs propres organes. On les laisse mettre sur pied. On envoie quelques conseillers pour leur apprendre les techniques de torture, mais en gros, on les laisse, même si pourtant la Tchécoslovaquie est un pays qui est évidemment à la frontière du camp occidental, mais on fait confiance aux Tchécoslovaques. D'ailleurs, c'est la police politique qui est considérée comme la plus stable et la plus sûre du bloc de l'Est Oui, jusqu'au Prague. avant 68, c'est le Avant bon 60. élève, Ouais. du KGB en quelque sorte. C'est le meilleur élève du KGB. On se méfie considérablement et on n'a aucune confiance envers les collègues polonais parce que les Polonais sont pas fiables, le communisme est faiblement ancré en Pologne, les recrutements se font de manière très désordonnée et chaotique. Et là, les Soviétiques investissent massivement dans le cas de la Pologne. Ils investissent aussi massivement dans le cas de l'Allemagne parce qu'ils se méfient énormément. Alors, ils se méfient pas trop des communistes allemands, ils font confiance à ces résistants communistes, antifascistes. Ils se méfient peut-être des communistes qui ont eu une expérience de résistance à l'Ouest, ça, d'accord. Mais globalement, ils se méfient pas d'eux, mais ils se méfient énormément de la population. Et donc, les recrutements, là aussi, sont très compliqués. Et ils ont longtemps bloqué pour faire advenir une police politique dans la zone d'occupation soviétique et après en RDA, parce que la Stasi est la dernière police politique créée. En Hongrie et en Roumanie, comme l'armée rouge quadrille bien le terrain, en dépit de la faiblesse de l'enracinement et la faiblesse de l'enracinement du communisme local, là aussi, il y a des hommes de confiance et ils investissent beaucoup moins d'hommes dans ces deux pays-là. Alors, ce qu'on met en place à ce moment-là, au moment où le stalinisme s'impose dans ces pays, c'est à la fois un appareil bureaucratique, des procédures, on apprend à torturer, etc. Mais aussi, c'est un symbole ou des valeurs, les valeurs du bon tchéquiste. Alors, qu'est-ce qui dessine dans ce milieu que vous étudiez ce qu'est un bon tchéquiste? Ce sont des gens qui vont signer leur courrier avec des formules comme amitié tchéquiste, et donc qui partagent un certain nombre de valeurs. Ça repose sur quoi? Alors, il y a la volonté, en effet, de faire partager à tous ces acteurs un idéal commun articulé à des valeurs. Alors, tout d'abord, un tchéquiste, c'est un homme d'action. À la différence des responsables politiques qui parlent beaucoup, mais eux, les tchéquistes, ce sont des hommes d'action, c'est-à-dire que ils se considèrent comme le bras armé des partis communistes. Et si le parti leur dit d'intervenir, ils se posent pas de questions, ils interviennent. Et ils interviennent de manière rapide, efficace. Donc, une logique d'action qui tourne parfois aux ailes et aux pires répressions. Et puis, il y a cette idée d'être une forme d'avant-garde, sorte de chevalier pur du communisme. Il y a pas plus communiste que les tchéquistes. Ils font souvent référence à cette citation de Lénine du début des années 20. Un bon communiste est un bon tchéquiste et inversement. Et donc, il y a cette idée qu'ils sont un peu une classe à part, une sorte de classe supérieure et d'avant-garde du communisme, chargé de défendre à la fois le régime, mais aussi la société. Il y a cette idée aussi, ce qui peut sembler un peu paradoxal ou surprenant quand on imagine ces polices politiques et ces organes de répression, mais ils se considèrent comme les protecteurs des sociétés, donc des populations par rapport aux menaces extérieures. Et il y a une dimension paternaliste très forte chez eux. Il y a même une formule qu'on trouve dans votre ouvrage qui est frappante, c'est le glaive et le bouclier du socialisme ou de la révolution.
Oui, oui. Il y a cette idée, voilà, c'est résumé par les insignes de ces polices politiques, le glaive et le bouclier, qui symbolisent très bien cette idée à la fois de répression et de protection. Alors en même temps, cet idéal tchéquiste, et c'était en même temps une des difficultés des sources et du danger que je voyais à être un peu prisonnier de certaines sources est-allemandes. Le tchéquisme comme idéologie, il fonctionne très bien en RDA et c'est logique parce qu'ils avaient besoin d'une idéologie de remplacement après le nazisme et donc les excès du nationalisme allemand. Il marche aussi dans les autres pays, mais les tchéquistes polonais ou tchécoslovaques, ils sont d'abord des Polonais ou des Tchécoslovaques avant d'être des tchéquistes. En tout cas, ils sont autant polonais que tchéquistes, par exemple. Vous voyez, la dimension nationale est étroitement articulée à la dimension internationaliste. C'est quand on étudie les dimensions internationalistes de tel ou tel mouvement, tel ou tel acteur, on voit bien que c'est souvent la face d'une même médaille. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant de travailler aussi sur ces tensions et ces articulations entre nationalisme ou nation et internationalisme. D'autant que ces mêmes policiers, vous le montrez, si j'anticipe un peu sur la fin de l'ouvrage et le moment 1989, ils se révèlent aussi d'une certaine façon, au moment de l'effondrement du communisme, être plus policiers que socialistes par certains côtés. C'est-à-dire qu'ils ont un ethos du maintien de l'ordre peut-être plus important que l'enracinement idéologique qui est peut-être plus prégnant chez leurs collègues est-allemands. Exactement, exactement. D'ailleurs, le racinement idéologique est tellement fort chez les Allemands de l'Est que ça devient une source de tension et de crispation à partir des années 70 et 1980, quand les Allemands de l'Est commencent à faire la leçon aux autres. Markus Wolf le dit à un moment, il faut faire attention à ce qu'on n'apparaisse pas trop comme arrogant ou dominateur ou puissant, parce que alors nos moyens financiers, nos ressources humaines, notre modernité toute relative sur le point de vue technologique par rapport aux autres, donne l'impression qu'on est au-dessus des autres et on doit pas écraser les autres. Et en effet, quand arrive la désintégration du bloc, de manière très pragmatique, la plupart des services de police politique se range derrière l'argument de dire dans le cadre de cette transition politique, nous on va jouer la carte de la continuité parce que le nouvel État démocratique, il a besoin de protection, il a besoin d'un service de sécurité, il a besoin de notre expérience et la Stasi a essayé de jouer aussi à un moment cette option-là sur le modèle polonais et hongrois, mais elle a vite été emportée évidemment par l'accélération de l'histoire à l'automne-hiver 1989-1990. Alors là, on a un petit peu anticipé, mais pour que la Stasi devienne justement ce modèle en quelque sorte de conformité tchéquiste, il a fallu qu'il y ait un tournant, un second tournant après la déstalinisation. Ce tournant, c'est celui de la fin des années 60 et du début des années 70, et ça, vous le montrez de manière très forte dans l'ouvrage. Il y a toute une série de choses qui se conjuguent pour changer vraiment la donne du point de vue des polices politiques dans les démocraties populaires. Il y a eu le printemps de Prague, qui a quand même été un vrai choc, et puis il y a aussi des changements sociologiques assez profonds, le tourisme qui se développe, les voyages qui s'accroissent, des polices politiques qui sont un peu à la remorque de ces changements sociaux, qui cherchent à les contrer, et c'est dans ce contexte-là que la Stasi émerge comme véritablement le modèle qui se veut le plus parfait du tchéquisme à l'Est. Oui, il y a la convergence de deux phénomènes, un phénomène conjoncturel qui est ce printemps de Prague et qui vient finalement affaiblir considérablement la police politique tchécoslovaque au lendemain de cet événement parce que elle est épurée, recadrée, affaiblie et elle perd sa place de meilleur élève du bloc de l'Est. On lui reproche de ne pas avoir vu venir les événements ? Exactement, on lui reproche de ne pas avoir vu venir les événements et puis d'avoir, mais vous retrouvez ça dans pratiquement toutes les relations entre les polices politiques et les partis communistes, d'avoir suivi le parti communiste, mais évidemment la direction réformiste que voulait lui faire prendre Alexandre Dubček. Et donc vous avez d'un côté la Tchécoslovaquie qui perd sa place de bon élève, et puis de l'autre vous avez en effet un bloc de l'Est qui devient une vraie réalité en tant qu'espace de circulation pour les sociétés et les populations, c'est-à-dire que on peut circuler désormais beaucoup plus facilement, sans visa, que ça devient un espace où on peut décider de passer ses vacances. Quand on est allemand de l'Est, on va en Hongrie ou en Pologne ou sur les bords de la mer Noire. Et évidemment, l'obsession et la paranoïa de ces polices politiques, c'est la mobilité. Ce sont des institutions antilibérales et hostiles à toute forme de mobilité. Et à tel point que derrière chaque mobilité, la Stasi y voit la possibilité pour ses citoyens de tenter de passer illégalement à l'Ouest. Et elle va, dans le cadre de cette ouverture interne du bloc de l'Est, se positionner pour
finalement essayer de boucher toutes les brèches qu'elle voit, toutes les possibilités qui s'offriraient à ces citoyens est-allemands de profiter du bloc de l'Est comme une sorte de tremplin pour passer illégalement à l'Ouest. Et elle va commencer, alors c'est une hypothèse que je défends, qui par sa puissance technologique, financière et humaine, elle est presque en mesure de stasifier les autres, c'est-à-dire qu'elle fait le boulot des autres polices politiques parce qu'elle estime que les autres le font pas bien. Ce qui est parfois source de crispation et de tension, mais comme les autres n'ont pas les mêmes moyens, ils profitent en fait du savoir-faire technologique est-allemand pour moderniser des installations comme des postes frontières ou les contrôles de sécurité aux aéroports internationaux socialistes, où c'est la Stasi qui vient, après des missions d'inspection, installer les détecteurs de métaux, les caméras, réorganiser les espaces des aéroports tels qu'on les connaît aujourd'hui, avec les espaces de transit, d'arrivée, de manière à bien séparer et cloisonner les espaces pour en faire un lieu total complètement fermé et sous contrôle. Ces changements et cette mise à jour finalement de la façon de faire de la Stasi, ça vient aussi plus largement, si on revient sur les questions historiographiques, ça vient un petit peu contredire une image qui est assez ancrée dans les esprits, qui est celle des années 70 comme moment de stagnation à l'Est, comme moment d'immobilisme, l'immobilisme brejnevien qui finalement déteindrait sur tout ce bloc de l'Est. On voit que c'est quand même au contraire un moment où il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de dynamiques nouvelles, notamment ces circulations accrues, mais c'est aussi le moment où à l'Est, certains pensent qu'ils sont en train de gagner la partie parce que depuis 73 et le choc pétrolier, on a l'impression que voilà, le capitalisme, les contradictions du capitalisme arrivent enfin. Donc en fait, cette stagnation qu'on a l'habitude d'associer à cette période, elle est à relativiser de votre point de vue? Oui, elle est à relativiser de mon point de vue parce que je suis toujours très critique je suis toujours très critique par rapport aux approches rétrodictives de l'histoire, c'est-à-dire partir de la fin et à partir de la fin établir des chaînes de causalité pour montrer que la fin était d'une certaine manière prévisible. Et j'ai beaucoup été sensible, bon, je le connais un petit peu, j'estime beaucoup cet historien, j'ai beaucoup été sensible à la manière de Quentin Dulermoz de penser les futurs non advenus. Et j'ai essayé de me mettre en effet dans cette perspective-là, de penser le présent des années 70 et de montrer que ces années 70 sont des années où, alors même si on connaît la fin d'histoire et on sait que ça échoue, mais ce sont des années où il y a des choses qui se structurent au niveau des polices politiques. Il y a même des tentatives de mettre en place des formes d'intégration régionale, ou en tout cas d'approfondissement de la collaboration qui dépasserait simplement un cadre interétatique, mais qui viserait à créer des outils en quelque sorte supranational. Alors il y a des pistes qui sont explorées, qui parfois sont abandonnées, il y a quelques réalisations modestes qui commencent à se mettre en œuvre, mais penser le temps en histoire, pour moi, c'est pas seulement penser ce temps plat et linéaire qui conduit, on le sait maintenant, à l'échec de 89 et à la disparition de ces régimes, mais c'est penser aussi les futurs non advenus, et donc c'est donner plus d'épaisseur au temps. Et puis évidemment, rendre aux acteurs leurs propres horizons temporels, puisque eux, quand Exactement. ils n'agissent pas dans un monde où ça va s'effondrer, au contraire, ils font tout pour que ça reste, ils font tout pour mettre aux normes les aéroports, comme vous l'avez dit. Exactement. C'est de ce point de vue-là, adopter la position des acteurs et bien rappeler quelle était à la fois l'articulation entre leur espace d'expérience et leur horizon d'attente. Alors ça, ce sont des concepts évidemment qu'on trouve chez Reinhard Koselleck, certains de nos auditeurs auront sans doute reconnu. Ces années 70, c'est aussi le moment, de façon plus large, qui a été d'ailleurs pas mal revisité par les historiens de la guerre froide depuis quelque temps, d'un élargissement des perspectives dans le tiers-monde. Et c'est pas quelque chose que vous abordez directement dans le livre, mais vous y faites référence. La Stasi, elle a aussi un savoir-faire qui peut s'exporter au Nicaragua, à Cuba, en Éthiopie. Il y a aussi cette dimension internationale vers les pays du tiers-monde où se joue pour beaucoup le destin de la guerre froide du monde bipolaire. Oui, exactement. Alors ça aussi, je suis très sensible à l'articulation en fait entre l'espace et le temps. Et on voit très bien dans les années 70 comment ce bloc de l'Est s'internationalise ou se globalise, c'est-à-dire que l'horizon d'attente de ces acteurs, c'est pas seulement l'Europe et l'opposition Est-Ouest sur l'Europe continentale, mais c'est aussi cette capacité à exporter un modèle dans d'autres parties du monde et notamment en Afrique. Dans la péninsule arabique avec le Yémen, qui était la seule république socialiste de la péninsule arabique après la décolonisation britannique en 1967, et en Amérique latine. Et on a donc des tchéquistes qui circulent
qui voyagent, qui se confrontent à l'altérité, qui découvrent aussi, d'un point de vue presque occidentalo-centré, le retard de modernité de ces sociétés. Ils doivent apprendre l'espagnol parfois, ils ont des cours de langue pour ça? Ils ont des cours de langue. Ils ont des cours de langue à Cuba notamment, où ils sont formés pendant plusieurs semaines avec parfois des homologues soviétiques ou polonais. Ils ont des interprètes évidemment dans d'autres pays. Et puis ils incarnent aux yeux des régimes africains fraîchement décolonisés une forme de modernisation, un savoir-faire allemand. Il y a une forme, là aussi, on est un peu dans les clichés, mais c'est l'image de la technologie allemande et de la rigueur allemande capable de s'exporter et de proposer ses services. Alors parfois, ils sont concurrencés et battus par les services occidentaux. Quand Sadat opère un virage vers le monde occidental à partir des années 72, voilà, les conseillers est-allemands quittent l'Égypte et ont perdu cette compétition. Mais que ce soit en Tanzanie, au Yémen, en Égypte, ou au Nicaragua ou à Cuba, ils sont présents, ils modernisent, ils structurent et ils modernisent les polices et ils transmettent comme ça tout un savoir qui a tendance à s'exporter et ils pensent le monde aussi de manière différente, c'est-à-dire qu'ils le pensent de manière globale. C'est ça qui est intéressant aussi. Alors ce monde global, mais c'est aussi un monde pour eux plus troublant qu'avant, notamment du fait du développement du terrorisme, d'abord du terrorisme palestinien, puis d'autres groupes et d'autres formes qui s'en emparent, et vis-à-vis du terrorisme, ces démocraties populaires, elles ont un rapport forcément ambivalent, et ces polices politiques, elles sont prises un petit peu entre deux feux. D'un côté, ce sont des pays qui abritent des groupes terroristes qui agissent principalement à l'ouest, Abu Nidal, Carlos et d'autres. D'un autre côté, les hommes de la Stasi n'ont aucune envie que le désordre terroriste puisse s'installer et menacer l'ordre socialiste. Exactement. Et à travers les archives que j'ai travaillées, l'idée du chapitre sur le terrorisme, c'était de montrer qu'on ne pouvait pas réduire ce terrorisme uniquement à un phénomène ouest-européen, mais qu'il fallait penser le terrorisme international des années 70, quand on le pense à l'échelle de l'Europe, comme une histoire connectée. Et en effet, vous l'avez rappelé, il y a ce paradoxe entre d'un côté, alors à la fois une forme de sympathie pour des jeunes révolutionnaires qui luttent aussi contre l'ordre impérialiste et capitaliste, et en même temps, ils se méfient énormément de ces personnes incontrôlables. L'exemple le plus célèbre étant évidemment le célèbre terroriste Carlos, qui est une sorte de patate chaude que tout le monde se refile parce que tellement ingérable que personne n'en veut. Il finit en Hongrie, où les Hongrois ont bien du mal d'ailleurs à s'en débarrasser. Il y a surtout avec le terrorisme la peur qu'un attentat soit commis sur le sol d'une des démocraties populaires et vienne donc remettre en cause la seule forme de légitimité que les polices politiques sont capables d'offrir aux populations, c'est-à-dire la protection par rapport à ce qui est considéré comme un phénomène lié aux excès du capitalisme et donc qui est un phénomène qui serait un phénomène lié aux dérives de l'Occident et qui n'aurait rien à voir avec le communisme. Alors, vous avez parlé de légitimité. En vous lisant, j'ai été frappé par une chose. J'ai l'impression qu'il y a une tension dans ces polices entre la nécessité du secret, évidemment, qui est nécessaire au bon fonctionnement, qui est nécessaire à une forme de discrétion, et aussi parce que les populations sont souvent hostiles et donc il ne faut pas trop s'afficher tchéquiste ou membre de la Stasi. Mais en même temps, on a aussi besoin d'afficher ce qu'on fait, d'afficher son identité. Il y a un film qui valorise les tchéquistes et leur ardeur dans les années 60, si je me souviens bien. Donc, entre le secret et l'affichage, il y a quelque chose qui n'est pas simple dans le positionnement de ces polices politiques. Non, exactement. Il y a une tension très forte entre des pratiques dites conspiratives. Et en effet, le secret, c'est l'élément de base de toute police ou de tout service de renseignement intérieur ou extérieur. Et puis de l'autre, la volonté de donner, là aussi, comment dire, le traumatisme des années 50, alors des années 30 en Russie et des années 50 dans les démocraties populaires qui a été une période de stalinisation, eh bien l'idée dans les années 60, c'est de montrer finalement une police politique plus humaine, plus humaniste. C'est le mot d'ordre d'Andropov qui va se diffuser dans toutes les démocraties populaires pour montrer que le tchéquiste, c'est pas seulement en quelque sorte un criminel qui réprime la population, mais qui est capable de la protéger
pour son bien. C'est pour ça que cette dimension paternaliste, elle est très forte dans les dernières décennies de ces régimes, parce qu'il y a quelque chose qui relève du bon père de famille, qui infantilise un petit peu la population, mais qui est là pour son bien et qui sait quelles sont les mauvaises influences, qui sont les acteurs qu'il faut marginaliser, qu'on appelle dissidents ou jeunes skinheads ou asociaux, qu'on va délégitimer de cette manière, parce que la police politique sait reconnaître le grain de livret et sait pour le coup mieux que les autres protéger les intérêts de ces populations. Alors votre réponse me permet presque de conclure sur les passages que vous consacrez aux mémoires de ces polices politiques, puisque ce type de représentation d'une police politique paternaliste agissant pour le bien des populations, elle a été récemment réactivée dans la Russie de Poutine, où on se réclame encore finalement de ce type de modèle. Évidemment, on sait que lui-même, il est issu de ses services de sécurité, et puis que l'image de Dzerzhinsky, elle est de nouveau présente. Et à l'inverse, vous montrez que c'est tout l'opposé dans un pays comme l'Allemagne réunifiée, la Pologne, où là, au contraire, le tchéquiste, c'est la figure la plus honnie qui soit, qui symbolise, qui résume finalement tous les méfaits de cette période-là. Il y a une vraie divergence mémoriale entre la Russie actuelle et puis les ex-démocraties populaires. Oui, il y a une vraie dissymétrie, il y a un fossé mémoriel qui ne cesse de se creuser et qui évidemment m'intéresse beaucoup parce que si vous remontez à la fin de la guerre froide, au tout début des années 1990, enfin, aux efforts que Mikhail Gorbatchev avait fait en termes de transparence et de retour sur la déconstruction d'un certain nombre de mythes ou de mensonges historiques, eh bien ce processus-là s'est arrêté. Et on a d'un côté, en effet, une image très négative des polices politiques. Alors, à côté des tchéquistes honnis, vous avez aussi une autre figure honnie, peut-être même encore plus, je crois, que l'officier de service, l'officier de base. C'est la figure de l'informateur, le collaborateur inofficiel. C'est le membre de la famille, le membre de la famille qu'on soupçonnait pas, mais qui en fait révélait à la Stasi ses moindres faits et gestes. Exactement, ou l'ami, ou même parfois on a des histoires de couple comme ça où l'un des partenaires espionnait l'autre. Alors qu'en Russie, évidemment, ils ont traversé la période 1985-1999 comme une période de déstabilisation très forte de leur routine au quotidien. Ils ont vu leur État s'effondrer et disparaître. Ils ont vu arriver un capitalisme néolibéral ultra sauvage. Et donc, quand Vladimir Poutine arrive et qu'il restaure ce qu'on appelle cette verticale du pouvoir, cette autorité de l'État, il le fait en instrumentalisant le passé. Alors, il y a des choses très connues sur son instrumentalisation de la Grande Guerre patriotique et de la figure de Staline. Et puis, moi, ce qui m'a intéressé, évidemment, pour conclure ce livre, c'est la manière dont il instrumentalise à la fois la figure de Dzerzhinsky, comment il va se mettre en scène auprès de la télévision russe pour aller fêter l'anniversaire de son ancien officier supérieur au KGB pour fêter ses 90 ans. Il est accompagné de deux anciens collègues et ils vont couper le gâteau et ouvrir le mousseux dans l'appartement très modeste d'ailleurs de l'ancien général KGBiste. Et donc cette Russie-là, poutiniste, elle instrumentalise le passé en rappelant que cette police politique, elle assurait la protection de la société. Comme aujourd'hui, finalement, le FSB, qui est le service de renseignement de la Russie, de la Fédération de Russie, protège les citoyens russes contre les influences extérieures qui déstabilisent le pays. Et on retrouve en effet ce discours sur la protection et les influences négatives, etc. On est dans une phase de fermeture actuellement de la Russie. Sur ces données géopolitiques fondamentales, la Russie se caractérise par ce phénomène régulier d'oscillation entre ouverture et fermeture. Et la fermeture, là, elle va de pair avec une réhabilitation de la figure du tchéquiste. Une dernière question peut-être qui porte toujours sur ce contexte mémoriel particulier, qui est celui aussi de la commémoration de la chute, cette fois spécifiquement du mur de Berlin et de la RDA. C'est un contexte qui est marqué par là aussi une tension mémorielle entre d'un côté des représentations très ancrées qui associent la RDA à la Stasi, à travers notamment le film La vie des autres, et puis beaucoup d'images qui y sont associées, et puis d'autres formes de retour mémoriel qui sont au contraire beaucoup plus banales, ancrées dans le quotidien. Je pense notamment aux 2 livres récents de Nicolas Offenstadt sur le pays disparu, et puis plus récemment sur l'Urbex, qui fait parler des objets du quotidien pour restituer un quotidien qui n'est pas forcément marqué justement par ces dominations-là, par cette violence politique-là. Alors, votre ouvrage, il ne se situe évidemment ni d'un côté ni de l'autre, il est sur un autre objet, mais comment
comment vous voudriez contribuer aux discussions sur la période, sur les représentations de cette période? Alors, sur ces représentations de cette période, il faut d'abord chercher à comprendre pourquoi certaines représentations attachées à une valorisation du quotidien sont réapparues à partir du milieu des années 90 et comment elles perdurent. C'est en partie lié évidemment au choc de la réunification, à la disparition quasi immédiate d'un certain nombre de points de repère. Ça a été une énorme césure, une énorme expérience de césure pour des millions d'Allemands de l'Est, qui ont en plus parfois eu le sentiment d'être déclassés ou d'être déconsidérés. Et ça, Nicolas Offenstadt le montre de manière très claire et remarquable, notamment dans le pays disparu. Après, ce qui est toujours intéressant, c'est de voir comment cette mémoire, finalement, elle est toujours un peu biaisée, parce que en valorisant cette mémoire du quotidien, on oublie comment le quotidien, en fait, était traversé de part en part par la dictature politique et par le politique. Le quotidien était en lui-même politisé et politique, et ça, les gens ont évacué cette dimension politique, c'est-à-dire que valoriser tel ou tel produit de consommation, c'est quand même oublier en retour que c'était des produits qui s'inscrivaient dans une économie de la pénurie. Et valoriser comme ça le mocha fixe, pour reprendre un exemple très concret, c'est ersatz de café, ça témoigne d'un attachement à un produit matériel qui était le symbole, en fait, d'une domination politique incapable de satisfaire les besoins de sa population. Et donc, moi, j'aurais envie de plaider pour prendre en considération toujours la manière dont la domination politique s'exerçait au quotidien, pour pas évacuer ça, et pour bien séparer ce qui relève de la recherche historique et puis des processus mémoriaux qui sont là pour le coup assez normaux et assez classiques, c'est-à-dire qu'on est tous plus ou moins nostalgiques indépendamment de notre origine et de notre ancrage dans une génération de tel ou tel produit ou de telle ou telle époque ou mode. Mais la particularité quand même de la RDA, c'était cette politisation à outrance du quotidien, alors qui se traduisait pas nécessairement après les années 50 par de la violence, en tout cas pas par de la violence physique, mais ce quotidien-là, il était étroitement contrôlé et dominé par le parti, les instances, les organisations de masse, la police politique, et voilà, il faudrait pas l'oublier, ça, il faut pas l'évacuer. Une dernière question pour vous demander si vous avez un conseil de lecture que vous voudriez partager avec ceux et celles qui nous écoutent, pas forcément d'ailleurs uniquement sur ces questions liées au bloc de l'Est, mais une lecture récente ou moins que vous voudriez évoquer. J'aurais envie de conseiller une grande fresque romanesque que je viens de terminer, qui s'appelle La Fabrique des salauds, de Chris Klaus, qui retrace en fait à travers l'histoire d'une famille germano-balte toute l'histoire de l'Allemagne du XXe siècle, de la Première Guerre mondiale jusqu'aux années 1970. Et je suis toujours fasciné par la capacité de la fiction, par la capacité des romanciers à mettre en scène cette histoire et à la rendre parfois plus compréhensible que certains livres d'histoire. La force de la fiction, c'est d'arriver parce que le livre est extrêmement bien documenté, remarquablement bien documenté. Il a lu beaucoup d'historiens, mais cette liberté que prend la fiction, évidemment, dans la mise en récit de l'intrigue, fait que l'histoire est finalement, on la ressent de manière plus forte qu'à travers un ouvrage peut-être plus classique, où là, pour des questions de neutralité axiologique, on va pas forcément dire des choses à des acteurs qui évidemment ne l'ont pas dit, puisqu'on ne peut pas le prouver, on ne peut pas utiliser l'administration de la preuve. Et donc cette liberté qu'ont les romanciers par rapport à l'administration de la preuve, parfois je trouve que c'est un outil qui est intéressant pour parler d'histoire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Nous étions avec Emmanuel Droit pour parler de son livre « Les polices politiques du bloc de l'Est » chez Gallimard. Rendez-vous la semaine prochaine en compagnie des Vikings et de Stéphane Covio pour la fin du monde viking chez Passé Composé. D'ici là, on se retrouve aussi sur les réseaux sociaux, @paroledist sur Twitter et sur Facebook ou encore Instagram. Très bonne semaine et à bientôt.